Pourquoi mon cerveau apprend tout le temps, même quand je fais rien? Pourquoi en ce moment j'aime toujours faire la même chose? Pourquoi des fois j'ai très envie d'apprendre quelque chose et après pas du tout? Comment mon cerveau il apprend? Bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la pédagogie Montessori. Avec Ludivine Ami, fondatrice et directrice de l'école Montessori Happy Kids à Genève, nous avons eu envie de créer cette série parce qu'on entend énormément parler de Montessori sans toujours savoir ce que ça signifie vraiment. En effet, sur les réseaux sociaux, la pédagogie Montessori est pointée du doigt à tort et à travers et elle est souvent associée à du laxisme, à l'idée d'enfant roi, sans cadre, sans limite. Et c'est franchement dommage. L'objectif de cette série est donc simple. Déconstruire, comprendre, nuancer et redonner du sens. Déconstruire les idées reçues, comprendre ce qu'est réellement la pédagogie Montessori, d'où elle vient et ce qu'elle propose, nuancer ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on croit savoir, et enfin redonner du sens aux discussions autour de l'éducation. Car vous verrez que la pédagogie Montessori, ce n'est pas laisser faire, ce n'est pas l'absence de cadre. Bien au contraire, c'est une façon de poser des limites claires avec respect, cohérence et bienveillance, que ce soit pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte. Dans cette série, nous parlerons entre autres du développement de l'enfant, de son esprit absorbant, des périodes sensibles, de l'application de la pédagogie Montessori à l'école comme à la maison, de ce que ça demande et bien entendu des bénéfices que cela peut apporter. Notre souhait, c'est qu'à la fin de cette série, vous puissiez vous faire votre propre idée loin des clichés et peut-être réaliser que lorsqu'on comprend réellement la pédagogie Montessori, en réalité, il n'y a aucune raison de s'en moquer ou de la rejeter. Et si vous avez un enfant âgé de 3 à 6 ans, que vous habitez le canton de Genève et que la pédagogie Montessori vous parle, ou même si vous hésitez encore, vous pouvez aller visiter l'école Montessori Happy Kids. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de contacter Ludivine Ami, que vous entendrez tout au long de cette série, via le formulaire de contact qui se trouve sur le site de l'école à l'adresse www.montessorihappykids.com ou par email à l'adresse info@montessorihappykids.ch. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, j'ai un seul conseil pour vous, allez-y aussi, parce que rien ne vaut une visite pour se faire sa propre idée. Après tout, quoi de mieux que de constater par soi-même? Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parenthood. Bonjour Ludivine. Bonjour Anna. Aujourd'hui, on va parler des périodes sensibles de l'enfant selon Maria Montessori. Exactement. C'est un concept qui est pas forcément très connu par les personnes qui ont entendu parler de Maria Montessori, mais qui est vraiment essentiel quand on veut bien comprendre le développement des enfants. Et ça aide aussi beaucoup à bien les accompagner, parce que quand on est capable d'identifier, déjà quand on connaît ces périodes et puis qu'on arrive à les identifier chez son enfant, on est capable de mieux répondre à ses besoins. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile. Et je pense que tous les parents devraient connaître ces périodes sensibles pour pouvoir bien épauler leurs enfants. Oui, ça permet d'avoir une bonne communication. Oui, exactement. Ouais, et puis de mieux comprendre leur comportement aussi, qui peut parfois laisser un peu perplexe. Mais quand on sait que c'est lié à un phénomène naturel commun à tous les enfants, on relativise et puis on se dit, c'est normal, ça va passer, ou c'est normal et je peux l'aider de telle ou telle façon. Okay. Donc c'est vraiment des comportements qu'on retrouve chez les enfants. Oui. Alors les périodes sensibles, c'est vraiment quelque chose qui est commun à tous les enfants, c'est universel. Une autre caractéristique, c'est que ces périodes sensibles, elles sont passagères, elles durent une période de temps. Donc, je vous indiquerai un peu les âges entre lesquels elles sont actives, on va dire. Et puis, ce qui est important aussi de se dire, c'est qu'elles se complètent les unes les autres et elles sont vraiment indispensables au développement de l'enfant. L'enfant en a besoin pour mettre en place ses compétences, pour acquérir de nouvelles compétences. Il y a une image que Maria Montessori utilisait que je trouve très intéressante. En gros, elle dit que les enfants sont attirés par certains éléments de leur environnement, un peu comme la chenille qui est attirée par la lumière pour aller manger les feuilles les plus jeunes et tendres qui se trouvent à l'extrémité des branches. Tu vois, quand les chenilles naissent, elles sont attirées naturellement et de manière complètement spontanée
par l'extérieur des branches pour aller manger des feuilles qui sont vertes et tendres. Et après, une fois qu'elles ont grandi, elles peuvent manger des feuilles un peu plus épaisses. Enfin voilà, plus. Donc c'est un peu la même chose. C'est vraiment, c'est Maria Montessori qui disait, c'est un peu comme un phare qui éclaire la nature intérieure ou un courant électrique qui produit des phénomènes actifs. D'accord. Donc voilà. Ouais, ça permet de bien comprendre, de bien visualiser. Donc voilà. Et donc ces périodes sensibles, elles sont au nombre de 6 et il faut savoir qu'elles ont lieu uniquement entre 0 et 6 ans. Après, il n'y a plus de périodes sensibles dans le développement de l'enfant. Donc c'est pour ça que c'est bien de les connaître et puis de ne pas les louper. Et de savoir qu'elles sont pas là pendant cette période-là spécifique de l'enfance. Donc il y en a 6. Il y a la période sensible du langage, il y a la période sensible de l'ordre, la période sensible du raffinement des sens, la période sensible aux petits objets, la période sensible du mouvement coordonné et la période sensible du comportement social. Voilà. Et elles n'ont pas toutes lieu au même moment. D'accord. Donc voilà, donc peut-être on peut commencer par la première période sensible qui est la plus longue. Elle va de 0 à 6 ans, donc de la naissance à 6 ans, et c'est la période sensible du langage. D'accord. Alors en fait, il faut savoir que le langage, c'est quand même une véritable caractéristique humaine. Il n'y a aucun autre animal qui possède le langage aussi évolué que nous. Ouais. Avec la richesse, les différentes langues qu'on possède, puis le vocabulaire, le raffinement du langage. Et puis c'est vraiment à la base de notre comportement social, quoi. C'est parce qu'on se parle, qu'on a noué des relations, qu'on vit en société, enfin voilà, qu'on est des animaux sociaux qu'on est et qu'on a créé des civilisations. C'est vraiment grâce au langage, le fait qu'on puisse transmettre d'une génération à l'autre ce qu'on a appris. Enfin voilà, tout ça c'est quand même très important et ça nous différencie des autres animaux ou êtres sur la terre. Et il faut savoir que le langage, l'enfant, il a une attraction innée pour le langage quand il naît. Il naît locuteur universel, c'est-à-dire qu'un enfant, il n'y est pas avec une langue prédéfinie. Il va apprendre la langue dans laquelle il naît, de l'environnement dans lequel il naît. Un enfant qui naît avec un seul langage, il va apprendre un seul langage. Et puis un enfant qui va naître dans un environnement bilingue, il va apprendre 2 langages en même temps, quoi. Et donc au début, le bébé, il est vraiment attiré par la voix de sa mère ou de son père ou des gens qui l'entourent. Il va regarder la bouche qui parle. Et il va absorber de manière spontanée tous ces éléments-là. On ne va pas lui donner de cours, on ne va pas lui expliquer comment ça fonctionne. Ouais. C'est lui qui va vraiment, de manière très naturelle, intégrer tous les éléments de la langue et puis de manière un peu statistique se dire bon ça je l'ai entendu. Enfin voilà, il va apprendre la construction des phrases, il va apprendre toute la partie grammaire de manière spontanée. Et tous les enfants sont attirés par le langage. Enfin c'est quelque chose d'inné. Il y a plusieurs phases un peu dans la période sensible du langage. La première, c'est l'attraction pour la voix. On voit les bébés qui tournent la tête spontanément vers la voix qui parle. Après, il y a une attraction pour les sons. Les enfants, ils sont très attirés par les différents sons. Moi, je me souviens que mon fils, il adorait les sons un peu originaux, les onomatopées, des choses comme ça. Donc, ça le faisait rire. Voilà, ils essaient d'imiter. Donc, il y a aussi cette phase-là. Ensuite, il y a une attraction pour les mots. Et après, il y a une attraction pour la structure des phrases. Pour les mots, c'est-à-dire apprendre de nouveaux mots, du vocabulaire, enrichir leur vocabulaire, quoi. Ils aiment apprendre des nouveaux mots, voilà. Donc voilà, c'est vraiment très important de mettre à profit les 6 premières années de la vie pour maximiser cette période sensible du langage et pour donner à l'enfant la richesse de son langage qui va être déterminant pour son développement, parce qu'on sait qu'un enfant qui parle bien, qui arrive à bien s'exprimer, c'est un enfant qui est beaucoup plus serein, souvent moins colérique, moins... voilà. Et inversement, un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'a pas les mots pour dire ce qu'il vit, ce qu'il sent, ce qu'il voit, ce dont il a besoin, c'est un enfant qui va le faire savoir d'une autre façon, et donc ça va être souvent des troubles du comportement, enfin voilà, des colères, des crises... de la violence, voilà. Et on le sait même pour les adultes, hein. Souvent, on fait souvent le lien entre la violence et l'absence de vocabulaire, enfin l'absence de raffinement du vocabulaire, quoi. Un vocabulaire un peu trop simple, trop basique, peut entraîner un comportement un peu compliqué, quoi. Mais c'est assez intéressant d'y penser parce qu'en fait,
c'est quelque chose, je pense que c'est une des choses auxquelles on ne fait pas du tout attention. Enfin, c'est pas qu'on n'y fait pas du tout attention, mais en tant que parents, je pense qu'on réalise tout le travail que font nos enfants. On voit tout ce qu'ils apprennent en fait depuis la naissance, mais c'est vrai qu'on ne réalise pas la quantité de travail. Mais c'est énorme, c'est immense. Ouais. Quand on voit un enfant à 0, enfin, le bébé humain, il naît, il sait rien faire. Ouais. Contrairement aux bébés animaux qui savent, un bébé cheval, quand il naît, un poulain, il se lève tout de suite et puis une heure après, il sait marcher. Ouais. Une heure après, il va peut-être téter sa mère, mais voilà, il sait suivre le troupeau et tout. Un enfant humain, si on s'en occupe pas, il meurt. Enfin, il sait rien faire du tout. Ouais. Et donc, c'est impressionnant de voir entre notamment 0 et 3 ans ce qui se met en place en termes d'apprentissage. C'est colossal. Ouais. Il y a un nombre de connexions neuronales qui se mettent en place qui est impressionnant. Et voilà, et notamment l'apprentissage du langage, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans ces âges-là. Et c'est vrai que les enfants qui ne sont pas dans un environnement nourrissant et qui... Par exemple, il y a eu plein d'études sur les enfants qui sont mis en pouponnière, par exemple dans les pays de l'Est qui ont été abandonnés puis qu'on a laissés dans des orphelinats et qui sont pas nourris. Ils développent des troubles très 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 profonds et un peu irrémédiables de leur personnalité parce qu'on leur a pas parlé. Ils savent pas eux-mêmes parler. Enfin voilà, un enfant, il a besoin qu'on lui parle dès la naissance, voire même dès le ventre. En fait, on dit que souvent le bébé in utero, il entend les voix autour de lui. C'est déjà un premier élément de stimulation et de nourriture intellectuelle, enfin humaine qu'on lui donne. Puis ça se voit à la naissance, c'est vrai qu'il cherche, comme tu disais, il cherche, il se tourne vers les voix. Les voix, exactement. Et puis après, quand il commence à voir, il regarde les bouches qui bougent. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment... Donc cette période sensible, elle est très visible une fois qu'on l'a identifiée, on la remarque. Et nous, ici, dans les écoles aussi, on voit aussi les enfants vers 3-4 ans, ils sont très très attirés par les lettres. Ils ont envie d'apprendre les lettres. On peut voir des enfants qui vont toucher les lettres sur des panneaux à l'extérieur, dans les jardins. Moi, j'ai déjà vu, à chaque fois, je me dis, oh là là, mais c'est vraiment ça, quoi. Ou qui veulent qu'on leur apprenne le son des lettres. Voilà, ils veulent écrire. Voilà, toute cette attirance pour le langage, elle est là. Et donc, c'est à nous, adultes, de nourrir ce besoin-là. Mais justement, comment est-ce qu'on peut le faire en tant que parent ? Alors, il y a plein de façons. Déjà, au début, ce que je disais, il faut parler à son enfant, lui parler régulièrement avec du vocabulaire normal. On n'est pas obligé. Alors, c'est vrai que quand on a un nourrisson, on a tendance à parler en mode bébé, voilà. Et c'est naturel et c'est universel dans tous les pays du monde. Il y a ce langage, voilà, pour les bébés. Mais après, dès qu'ils deviennent un peu plus grands, on peut commencer à leur parler tout à fait normalement. Sans simplifier les mots. Ouais, exactement, sans utiliser de vocabulaire bébé pendant très longtemps. Enfin voilà, il y a un moment où il faut évoluer doucement vers un langage, normal. Et au contraire, c'est ça qui fait que les enfants, ils arrivent à bien parler, ils ont du vocabulaire, ils comprennent le monde dans lequel ils évoluent, ils comprennent les adultes autour d'eux. Si on leur parle qu'en bébé, ils comprennent plus ce que disent les gens autour d'eux, quoi. Donc voilà. Et puis leur donner, des mots. On peut essayer de leur donner des mots même un peu compliqués. Il y a ils sont tout à fait preneurs. Moi, je suis à chaque fois ébahie par les enfants qui adorent les dinosaures et qui sont capables de retenir les noms des dinosaures hyper compliqués. Donc, quand ils ont une passion pour quelque chose, les mots compliqués, c'est... Et nous, on vient de faire, par exemple, une période là où on leur a appris le nom des oiseaux. Et les enfants, ils sont capables de savoir ce que c'est qu'un chardonneret. C'est pas évident, mais c'est pas plus compliqué que dire pigeon, quoi, chardonneret. Et de savoir que tel oiseau, c'est un chardonneret, c'est bien de leur apprendre et ils savent le retenir. Oui, parce à 3 ans ou 4 ans. On peut se dire qu'on va leur donner trop d'informations, mais au final, pas forcément. Non. Alors, non, pas du tout. Surtout si c'est du vocabulaire que nous, on utilise. Enfin, non, ils sont tout à fait capables d'intégrer tout ça. Et puis, nous, dans les classes Montessori, dans les écoles Montessori, on a beaucoup de matériel pour développer justement cette appétence pour le langage. On a le jeu des sons, on a des cartes classifiées, évidemment on a les poèmes, les chants et les histoires, et ça c'est aussi quelque chose que les parents peuvent faire à la maison. Écouter des chansons et des petites comptines, ça ils adorent. Raconter des histoires, alors là c'est incroyable. Et on voit nous à l'école, les enfants qui lisent des histoires à la maison, ils ont beaucoup plus de vocabulaire que les enfants qui lisent pas à la maison, dont les parents ne lisent pas à la maison. Donc ça c'est aussi un outil très très puissant, c'est la lecture, et ça donne le goût de la lecture, mais c'est surtout que ça enrichit énormément le vocabulaire des enfants. Et puis après, un dernier élément sur le langage qui est chouette aussi, c'est que c'est une belle opportunité pour développer le bilinguisme chez l'enfant, cette période de 0 à 6 ans.
parce qu'ils ont cette capacité naturelle à absorber le langage autour d'eux. Et donc c'est vraiment un âge où ils vont apprendre une nouvelle langue sans s'en rendre compte, parce que c'est vrai que c'est pas des cours de langue qu'on leur donne entre 0 et 6 ans, ça va être si on les met dans un environnement bilingue, petit à petit, par le jeu, par les chansons, par les lectures, par la vie de tous les jours, ils vont juste absorber la deuxième langue comme ils ont absorbé la première. Ouais. Voilà, et puis c'est un atout pour la vie, et donc ils vont aussi absorber la musicalité de la langue, ce qui fait que ils vont avoir un meilleur accent quand on le fait à cet âge-là. Alors que plus on attend et plus le langage, le cerveau va un peu élaguer tous les sons dont il n'a pas besoin en fait, et il va oublier. Au début, on est locuteur universel, et puis petit à petit, on va éliminer les sons qui font pas partie de notre environnement, et donc après, on a du mal à les reproduire si on nous demande de le faire. Donc voilà. Donc l'exposition aux langues est aussi une belle façon de mettre à profit la période sensible du langage. Voilà. La deuxième période sensible, c'est la période sensible pour l'ordre. Alors ça, voilà, qui va parler à beaucoup de parents. Donc ça, c'est une période qui se déroule entre 1 et 3 ans. Et c'est peut-être une des périodes les plus mystérieuses aussi chez les enfants. En fait, il faut savoir que pendant cette période-là, l'enfant il construit son ordre intérieur sur la base de l'ordre extérieur. Et donc, c'est un peu l'ordre extérieur qui va lui permettre de raffiner sa compréhension de l'environnement, et puis qui va l'aider aussi à construire son ordre intérieur. L'enfant, en lui-même, il a besoin d'ordre, en fait. C'est quelque chose qui rassure l'ordre. L'ordre, c'est à la fois la façon dont les choses sont rangées, même s'il faut pas ça demande pas d'être maniaque, hein. Enfin, il n'y a pas besoin d'être psychorigide et d'avoir une maison hyper bien ordonnée, mais le fait que l'enfant sache où sont les choses, ça l'aide, ça le rassure énormément. Et l'ordre, c'est aussi, ça peut aussi s'entendre par la routine. La routine, c'est une forme d'ordre, en fait. Les enfants, ils aiment bien quand les choses reviennent tout le temps de la même façon. Quand on se lave les dents, et puis qu'on lit l'histoire, ou quand on prend le bain, on se lave les dents, on lit l'histoire, et tous les soirs, c'est la même chose. Ça apporte beaucoup, beaucoup de sécurité intérieure à l'enfant. Et ça facilite aussi beaucoup à la maison, parce qu'effectivement, du coup, ils savent ce qu'ils Ouais, exactement. Donc, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de... Voilà. Et c'est vraiment quelque chose dont ils ont vraiment besoin pour se construire cet ordre. Et puis après, l'ordre des choses... C'est quelque chose auquel on fait très attention dans les classes Montessori. On essaie d'avoir un environnement ordonné pour que l'enfant puisse justement s'y retrouver, et de lui apprendre de développer aussi son ordre intérieur par l'ordre qu'on met en place à l'extérieur. Donc à la fois chaque chose à sa place, mais on demande aussi de ranger le matériel d'une certaine façon, de terminer l'activité avant de le ranger. Enfin voilà, il y a toutes ces règles qui font que ça aide l'enfant à se sentir aligné à l'intérieur, et puis de savoir d'avoir des choses qui sont prédictibles pour lui, et ça le rassure. Et donc de temps en temps, quand on sait que cette période sensible existe, on peut comprendre pourquoi un enfant va faire une crise parce que le crayon est pas à l'endroit où il voulait qu'il soit. En fait, c'est vraiment un besoin qu'il a à cette période-là de sa vie, que les choses soient rangées comme lui il a envie. En fait, lui, il a une certaine idée de l'ordre. Des fois, c'est pas la nôtre, mais voilà, il faut que les chaussures, elles soient comme ça, l'une à côté de l'autre. Voilà. Et donc, ça sert à rien de lutter. En fait, il faut juste céder à ce besoin. C'est pas un caprice, c'est vraiment un besoin. Et puis il suffit de répondre, et puis ça va passer. C'est, comme on disait, c'était de 1 à 3 ans. Après, normalement, ça finit par évoluer. Ils retrouvent une certaine flexibilité mentale par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que pendant cette période-là, c'est vraiment très important de respecter ce besoin d'ordre. Oui, et puis ça correspond pile avec cette période d'âge où on arrive à dire, on parle souvent du terrible two, où on dit que les enfants ils font des crises un petit peu pour tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que si on comprend pas aussi qu'ils ont besoin d'être rassurés, qu'ils ont besoin de retrouver les choses à l'endroit où elles sont, pour savoir aussi comment... Non, mais parce qu'ils en ont vraiment besoin. Enfin, tous les enfants passent par cette période-là, et ça veut pas dire qu'ils vont devenir maniaques en étant adultes, ça veut pas dire qu'ils vont devenir tyrans, c'est vraiment une période qu'ils traversent, de manière plus ou moins forte, en fonction des enfants. Il y en a certains qui ont des versions très très fortes. Mais il faut pas s'inquiéter, et ça sert à rien de lutter. Il vaut mieux
accéder à leurs besoins et puis attendre que ça passe, voilà. Et puis leur donner, des enfants qui en ont, il y en a qui en ont plus besoin que d'autres, voilà, et leur donner un environnement encore plus structuré, encore plus routinier pour que ça les aide à être sereins, c'est qu'ils en ont besoin. Et Voilà. je précise, j'en profite pour rappeler que ça ne veut pas dire qu'on cède à tout, ça veut Non, pas bien dire sûr qu'on que non. accepte tout, qu'on fait seulement ce qu'il veut, Bah, qu'on se fait évidemment. manipuler par un enfant, c'est Ouais. simplement qu'on essaie de respecter un petit peu aussi le fait que son cerveau soit pas encore mature Exactement. et qu'il a besoin, comme tu l'as dit, d'être rassuré, réconforté Voilà. pour pouvoir avancer à l'étape d'après. Ouais, exactement. Ouais. Et puis on le voit, quand c'est un besoin comme ça d'ordre sur des micro-choses, la colère s'arrête dès qu'on a accédé à la demande d'ordre. Et qu'on accepte de mettre les deux chaussures l'une à côté de l'autre. Et la crise s'arrête tout de suite. Il n'y a pas besoin... Alors que si on force, si on dit non, mais c'est n'importe quoi, laisse les chaussures comme ça, on s'en fiche. Mais pour l'enfant, c'est un tsunami émotionnel énorme. On va déclencher une crise colossale pour rien en fait. Et ça veut pas dire que toute sa vie il faudra mettre les chaussures l'une à côté de l'autre. C'est juste que là il en a besoin, ça lui fait du bien. Et comme tu le dis, ça veut pas dire qu'il faut céder sur toutes les autres choses. Moi je parle là juste de ce besoin d'ordre. S'il y a d'autres choses qui dépassent les limites, évidemment qu'on a le droit de dire non et qu'on a le droit de créer de la frustration chez un enfant. Et c'est salutaire aussi. Il a besoin de traverser des moments où on n'accède pas à toutes ses envies. Mais sur celle-ci, là, sur ces petites choses liées à l'ordre, une fois qu'on sait qu'il y a cette période sensible, en fait, on comprend mieux certains comportements. Voilà, pas tous, mais certains, on comprend que c'est lié à ça et ça sert à rien de se battre. Voilà. Oui, et puis voilà, on va finir là-dessus, mais comme tu disais, on parle d'être rassuré. Et que, comme tu l'as dit, c'est un besoin, c'est pas juste pour être tranquille et puis pas, c'est vraiment pour les rassurer et pour les aider à grandir. Les aider à grandir et à se développer. Voilà, ouais. Ensuite, la troisième période sensible que Maria Montessori avait mise en avant, c'est la période sensible du raffinement des sens. Celle-là, elle se manifeste de 0 à 5 ans. L'idée, c'est de se dire qu'on est des êtres sensoriels. On utilise beaucoup la vue et l'ouïe, mais on a plein d'autres sens. On a l'odorat, le goût, le toucher. Et on a vraiment besoin de tous nos sens pour nous développer. Pareil, encore une fois, les enfants qui sont mis dans des pouponnières et qui ne sont pas stimulés sensoriellement, ils développent des troubles très 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 forts parce qu'ils n'ont pas été câlinés, parce qu'ils n'ont pas été touchés, parce qu'on ne les a pas massés ou qu'on ne les a pas touchés parce qu'ils étaient dans des lits et puis on les prenait juste pour les changer et puis on les reposait. Et en fait, les enfants ont besoin d'être stimulés sensoriellement. Ça va être de leur faire des caresses, de les exposer un peu au soleil, de leur montrer la lumière, le vent, de les sortir, de les asseoir dans l'herbe pour qu'ils puissent toucher l'herbe. Toutes ces petites choses qui fait que ils sentent que leurs sens sont en éveil et puis ils peuvent vraiment les utiliser. Et pour Maria Montessori, en fait, tout ce qui se passe dans les sens va dans l'esprit. Donc les sens, c'est la porte d'entrée de notre corps vers l'esprit. Et donc un corps qui est nourri, qui est stimulé, ça va faire un esprit qui est aussi nourri et stimulé, surtout à cet âge-là, la petite enfance. Et c'est pour ça que nous, dans les écoles Montessori, on a du matériel sensoriel qui est vraiment conçu pour ça, pour stimuler les sens, pour apprendre aussi à l'esprit de l'enfant à, par exemple, classifier et ordonner des informations. On va leur faire par exemple, on a du matériel où ils peuvent trier des graines ou des petits objets avec les yeux bandés. Donc c'est vraiment uniquement les doigts qui vont faire la distinction entre une perle très ronde, une perle plus allongée, puis une perle striée par exemple. Et puis il faut qu'ils rangent les 3 types de perles dans 3 petits bols. Voilà, et ça développe vraiment les sens, le toucher, quoi. On va avoir des boîtes à odeur ou des boîtes à bruit aussi pour qu'ils apprennent à distinguer puis à mettre en paire des boîtes qui font le même son. Voilà. La musique aussi, c'est important à cet âge-là. L'éveil musical, c'est primordial. Ça fait du bien à l'enfant, ça le rend gai, ça lui ouvre un univers qui est très très riche. Donc voilà, donc les parents, ils ont aussi un grand rôle à ce niveau-là pour le raffinement des sens, pour aider leurs enfants à être stimulés à tous les niveaux du corps en fait. Voilà. Ouais.
Et donc, pardon, au Oui. quotidien, ça veut dire que voilà, tu parles de musique, c'est pas compliqué. Non, a juste ouais. à partager. Ouais, il n'y a pas besoin non plus de les inscrire forcément à des cours de musique. Ouais. Mais quand on a des enfants, ça va être écouter de la musique avec eux. Je sais pas si on a un petit instrument à la maison, leur faire de la percussion. Enfin, voilà, c'est tout. Hein. C'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en musicologie. C'est vraiment, ouais, les sensibiliser, les mettre dans un environnement où voilà, où il y a pas, ils sont pas que dans le silence, quoi, par exemple, et leur faire écouter différents types de musique. Ils adorent, hein, les enfants adorent les chansons, adorent chanter. Ouais, enfin, vraiment, c'est une période qui est très très gaie à voir cette période-là pour tout ce qui est musique. Donc il faut vraiment en profiter. Et puis pour les autres sens, tu disais dans un autre podcast qu'on avait enregistré il y a 2 ans, je crois. Ouais. Tu disais que déjà les bébés aussi, ne serait-ce que dans la poussette, à l'extérieur, le fait de sentir le vent sur son visage, le fait de voir les couleurs, de voir, de toucher l'herbe aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, c'est toutes des choses qui sont à portée de main de tout le monde. Ouais, exactement. Les laisser jouer avec du sable, avec des cailloux, voilà. Aller à la plage et les faire marcher pieds nus sur le sable. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui stimulent énormément les sens. Et donc voilà, c'est juste se dire. Je pense qu'à l'époque, Maria Montessori aussi, elle était dans un monde où l'enfant il vivait un peu à part. Hein, c'est-à-dire que on ne le considérait pas encore comme un être humain complet. Et donc il est, par exemple, dans les milieux bourgeois, il était mis en nourrice et puis on venait le chercher quand il savait à peu près marcher. Et puis après, voilà, il fallait qu'il soit silencieux. Enfin, jusqu'à un certain âge, on s'en occupait pas. Et donc, elle donnait l'exemple des mamas africaines qui prennent leurs enfants sur le dos partout. Quand elles vont au champ, elles vont au marché. Et donc, l'enfant, il vit avec la maman. Et il entend toutes les voix autour. Il est sous le soleil et puis après sous la pluie. Enfin, voilà, il vit comme un être humain normal. Il n'est pas enfermé dans une pièce en silence. Parce qu'à l'époque, on pensait que les enfants, il fallait les laisser dans des pièces sans bruit. Donc elle a dit non, il faut les stimuler, il faut les nourrir. Voilà, aujourd'hui on fait plus trop ça hein, enfin voilà, dans les civilisations, dans nos sociétés évoluées, on a quand même compris beaucoup de choses, mais voilà, c'est quelque chose qu'il est important de savoir pour pouvoir nourrir son enfant et puis Puis qu'encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel. Non, pas du tout. Montessori, non. planifié et tout. En tout cas, au jeune âge, mais voilà, que c'est à portée de tout le monde. Ouais, exactement. Après, il y a une période sensible qui est un peu moins importante, mais quand même qui parlera, je pense aussi à plein de parents, c'est la période sensible pour les petits objets. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît entre l'âge de 1 et 2 ans. Ouais, moi, j'ai l'impression que ça déborde souvent parce qu'à 3 ans, ils sont encore très attirés par tout ce qui est petit. En fait, c'est l'époque du small is beautiful. Et donc, c'est la période où les enfants peuvent pas faire 2 mètres sans ramasser un truc par terre, un petit caillou. Je crois que ça dure très longtemps. Oui, ça dure un peu plus longtemps. Mais voilà, c'est une période normale, donc il faut pas se stresser. Ça fait partie du développement. Ils en ont besoin, donc il faut accepter qu'ils fassent des collections de petits cailloux, de petits bâtons, qu'ils vous ramènent des choses qu'ils adorent aussi. Ils ont une passion pour les insectes, les fourmis, les coccinelles, enfin voilà. Plus c'est petit, plus c'est beau, ils vont chercher des trésors. Je ris parce que j'en ai plein mes vestes. Voilà. Les poches sont pleines de cailloux et tout. Voilà, ça fait partie de la période de développement et il faut l'accompagner avec bienveillance et pas lutter contre. Et puis ça, une fois que un certain âge sera passé, ça rentrera tout à fait dans l'ordre et il y aura l'âge adulte. Ouais. Un peu avant, hein, parfois quand même. Donc voilà. Et puis la 5e période sensible, c'est la période sensible du mouvement coordonné, qui elle se déroule entre 18 mois et 4 ans. Donc en fait, il faut savoir, comme on disait tout à l'heure, que l'enfant il naît avec pas grand chose et notamment il n'a pas le mouvement coordonné, il n'est pas du tout coordonné. Un bébé, il sait pas saisir des objets, il sait pas marcher, enfin il sait pas faire grand chose. Hein. Encore une fois, il a plein de mouvements réflexes, mais il sait pas faire des choses de manière volontaire. Et donc l'idée c'est de permettre à l'enfant de s'entraîner en fait pour développer son mouvement coordonné. Donc un enfant qui est enfermé dans un transat ou qui est enfermé dans un lit toute la journée, il n'aura pas l'occasion de développer ce mouvement coordonné et voilà, de grandir, de se développer. Donc il faut vraiment donner l'occasion aux enfants de saisir des choses pour développer d'abord la dextérité de la main. Ça va être la première chose. Après, de les mettre dans des environnements où ils peuvent commencer à rouler,
à se mettre sur le dos, sur le ventre, enfin voilà, pour tester la puissance de leurs jambes, muscler leur tête, enfin voilà, tout ce qui est ramper aussi, c'est extrêmement important. Et on sait aujourd'hui que ça a même des implications sur la lecture et l'écriture. Un enfant qui rampe pas, il peut avoir des difficultés de lecture et d'écriture, parce que ça développe le tonus de la tête. Le fait de ramper, et puis quand on commence à écrire, il faut souvent écrire, on lève la tête, on regarde au tableau, on descend, et ça, si on l'a pas fait pendant quand on était petit, on peut avoir des vraies difficultés. Donc voilà, le fait de pas ramper, de temps en temps, ça peut quand même créer des difficultés plus tard. Et puis il faut lui laisser la liberté, après, une fois qu'il a appris à marcher, de relever des défis, de pousser des trucs qui sont lourds, volumineux, d'escalader sur des tables basses. Enfin voilà, les enfants, ils en ont vraiment besoin, et la liberté de mouvement, que ce soit voilà, quand ils sont petits ou même voilà, jusqu'à 4, 5, 6 ans, c'est extrêmement important. Et on sent qu'ils en ont besoin, et ça fait autant partie de leur développement que le développement intellectuel, du langage, de l'esprit concret, mathématique et tout ça. Voilà, donc dans les activités de tous les jours, il y a voilà, ne pas les enfermer dans des chaises hautes ou dans des transats, mais leur laisser de la liberté. Bon, il y a des moments où on est peut-être obligé de les attacher, parce que pour leur sécurité, on ne veut pas qu'ils puissent voilà, se faire mal. Et puis il y a des environnements qui sont plus ou moins sécurisés. Il faut être sûr que l'environnement autour est bien sécurisé, qu'il ne risque rien. Mais sinon, l'idéal, c'est vraiment de leur laisser de la liberté pour qu'ils puissent se mouvoir, et puis petit à petit voilà, développer ce mouvement coordonné dont ils auront besoin plus tard. Et nous, dans les écoles, on fait vraiment partie de notre approche et de ce qu'on apporte aux enfants, c'est de leur faire de la gymnastique, enfin voilà, de les encourager et de les stimuler là-dessus pour que voilà, ils apprennent à lancer des ballons, à sauter avec les pieds joints, à sauter à un pied, à grimper. Et donc ça, on peut le faire par des séances de gymnastique, voilà, de la baby gym et tout ça, mais on peut aussi tout à fait juste aller au parc, à l'aire de jeu du coin, et puis les laisser explorer, monter, descendre, le toboggan, les escaliers. Alors au début, il faut être un peu en soutien et en sécurité, mais après, voilà, essayer de leur faire confiance. Et c'est vraiment important de leur donner tous les jours l'occasion de développer ces compétences-là. Et puis on voit vite l'évolution, il y a prise de confiance en soi. Exactement. C'est impressionnant. Ouais. Donc après, il y a aussi toutes les trottinettes, les vélos, enfin voilà, tout ça. Et ils sont tellement fiers. Quand nous, on a plusieurs qui viennent à l'école en trottinette. Et alors, c'est quand même un statut d'arriver avec sa trottinette et son casque. On passe dans une autre catégorie. Et c'est vrai que la trottinette, ça demande de l'équilibre. Enfin, et c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas quelque chose... Voilà, mais chaque étape est importante, et donc les aider à les franchir les unes après les autres, ça contribue à leur bien-être et, comme tu disais, à leur confiance en eux, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que le maître mot dans tout ce que tu dis, c'est vraiment de redescendre un peu et de se mettre à leur niveau, parce que même en trottinette, comme tu dis souvent, on me dit non mais regarde ce que je fais. Si on le regarde de notre point de vue, on va se dire ouais bon ok. En termes de vitesse, c'est pas top. En termes de figure, c'est pas exceptionnel. Mais en fait, si on prend juste le temps de voir l'évolution et de voir la fierté qu'il y a dans la vie, c'est incroyable. Et puis de voir d'où ils viennent, quoi. De voir qu'il y a 2 ans, ils savaient à peine courir et qu'ils tombaient tous les 3 pas. Enfin, voilà, c'est quand même... C'est énorme. Je pense qu'après, on n'est plus capable de faire autant de progrès. Non. Quand on est adulte, après... Par exemple, se mettre à faire du ski quand on est adulte, c'est hyper dur. On n'a plus envie, c'est trop compliqué, on a peur. Et eux, quand on voit ce qu'ils apprennent, voilà, le vélo, la trottinette, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis même le ski, par exemple, un enfant qui fait du ski à 3 ans, ici à Genève, il y en a beaucoup. Ils n'ont pas peur. C'est pour ça que c'est une période sensible. Ils sont attirés, ils en ont besoin. Enfin voilà. Et donc il faut vraiment profiter de cette période pour leur faire des choses. Pas forcément pour en faire des champions, c'est pas ça du tout le but, mais c'est vraiment voilà, pour nourrir ce besoin et puis les aider à acquérir quand même des compétences qui leur seront utiles toute leur vie, parce qu'avoir l'équilibre, savoir courir, enfin voilà, être à l'aise avec son corps, c'est quand même quelque chose qui est bien à avoir quand on est adulte, quoi. Et c'est à cette période-là que tout se met en place, en fait. Donc c'est important. Et puis la dernière période sensible, identifiée par Maria Montessori, c'est la période sensible du comportement social. Et donc celle-ci, elle a lieu vraiment entre 3 et 6 ans. Donc c'est vraiment l'âge de notre école, et nous on le voit vraiment, on le voit bien. C'est vraiment le moment où l'enfant s'ouvre à l'autre et est attiré par le groupe, par l'altérité du même âge en fait. Avant, l'enfant il est très bien dans un monde d'adultes.
Quand il est avec des enfants du même âge que lui, il est ok, hein, mais il joue pas vraiment avec les autres. On voit dans les crèches, ils sont les uns à côté des autres. Ils ont chacun leur truc et puis de temps en temps, ils se piquent un objet. Ça peut arriver qu'ils collaborent un peu, mais ça les intéresse profondément pas. En fait, c'est pas vraiment ça qui les intéresse. Ils sont dans le développement d'eux-mêmes. En fait, c'est une période où ils s'occupent d'eux. C'est pas de l'égoïsme, hein, mais c'est juste qu'ils en ont besoin. Donc ils sont concentrés sur eux-mêmes. Et par contre, à l'âge de 3 ans, ça y est, ils s'ouvrent à l'autre. Et donc, c'est là qu'on commence à avoir les premières amitiés. Voilà, ils sont contents de se retrouver le matin. Ils commencent à avoir des gens qu'ils préfèrent à d'autres. Et puis, avoir envie de faire des choses avec les autres. Donc, c'est là aussi qu'ils commencent à élaborer des jeux sociaux plus compliqués, avoir des scénarios où ils disent toi tu joues, on fait le papa et la maman, ou toi on joue je sais pas quoi, au policier et au voleur, toi t'es le policier, moi je suis le voleur. Enfin voilà, ils se donnent des rôles. Et donc voilà, ils ont vraiment besoin d'interaction sociale. Donc c'est pour ça aussi que voilà, dans beaucoup de pays, l'école devient obligatoire souvent dès l'âge de 3 ans. Que ce soit la preschool en Angleterre, la maternelle en France. Enfin voilà, c'est l'âge où on estime que l'enfant a besoin d'être en collectivité pour développer ce comportement social. Et donc voilà, le rôle des parents, c'est juste de leur permettre d'être avec des enfants de leur âge. Pareil, il n'y a pas besoin d'investir, il suffit de sortir, d'aller au parc ou d'inviter des amis qui ont des enfants un peu du même âge. Enfin voilà, de les exposer à l'altérité, de leur donner des occasions aussi d'affiner leurs compétences sociales, parce que voilà, à 3 ans ils sont intéressés mais ils sont encore maladroits. Ils savent pas encore tous les codes sociaux, donc ils vont être brusques et ils vont être sensibles à des choses, et donc il faut leur apprendre à mettre des mots sur les émotions, sur ce dont ils ont besoin. Tout le concept de je te prête, je te prends, enfin voilà, comment on prête aux autres, comment on demande pardon quand on a fait mal à quelqu'un, souvent de manière involontaire, comment on apprend à jouer ensemble et à s'ajuster dans nos besoins, dans nos envies. Voilà, tout ça, c'est des choses qui se construisent beaucoup entre 3 et 6 ans. On voit une très très grande évolution dans les enfants et dans leur comportement social à cet âge-là. Et donc voilà, c'est important de répondre à ces besoins et de leur donner l'occasion d'interagir et puis d'apprendre ces codes sociaux. Ok. Merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Bientôt sur Parenting pour le prochain épisode de cette série consacrée à la pédagogie Montessori.